qui est fondateur et directeur du cabinet de conseil Investissement Responsable Afrique. Nous avons M. Dominique Le Saffre, directeur général de la CIDI et vice-président de Asset Finance. Déjà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser à chacun 2-3 minutes pour pouvoir nous en dire plus sur vos professions. On peut commencer avec vous, M. Bey. Donc, bonjour, mon nom c'est Mamadou Lamine Bey. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous par rapport à ce que je fais, surtout en Afrique. Donc, moi, je suis d'origine sénégalaise. Donc, je suis de formation environnement, gestion, développement durable. Donc, au Sénégal, puis en Suisse, à Genève, puis au Canada. Et puis, je suis dans le domaine du développement durable depuis 2007. Donc, j'ai commencé à travailler d'abord dans le milieu communautaire, dans le programme Écoquartier de la ville de Montréal. Après ça, j'ai rejoint le groupe Investissement Responsable. Donc, c'est le leader au Québec en matière de conseil ESG. Donc, on aide les investisseurs tels que les banques, les gestionnaires d'actifs, les caisses de retraite à intégrer les questions environnementales, sociales et gouvernance, donc ESG, donc dans leurs activités d'investissement. Donc, on les aide à développer des politiques d'investissement responsables, des revues de portefeuille, donc à voter au niveau des assemblées d'actionnaires, à faire des notations selon des critères ESG. J'ai aussi travaillé au niveau du gouvernement du Québec en tant qu'analyste en changement climatique. Mon rôle, c'était de travailler avec les projets qui sont financés à travers le Fonds vert du Québec, donc au niveau de la sélection des projets et du suivi. Et depuis début 2019, donc, je suis consultant avec AFC, International Finance Corporation, et j'interviens surtout en Afrique, surtout au niveau des banques, pour les aider à respecter les critères environnementaux et sociaux de la SFI. Et parallèlement, donc, j'ai un cabinet à gérer qui s'appelle Investissement Responsable Afrique, donc, qui aide donc, tous les acteurs de la finance à intégrer les questions ESG dans leurs activités. Donc, je serais heureux de répondre à vos questions par rapport à mon parcours, bien par rapport au contenu de mon intervention. Merci beaucoup, M. Bey. Je pense que M. Sidibé nous a rejoint. Votre micro est éteint. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci. M. Sidibé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais présenter M. Sidibé. Donc, il est chargé du développement de la finance islamique chez Coris Holding. Donc, je vais vous laisser 2-3 minutes pour présenter votre profession, si vous voulez. Alors, comme Ania vient de me présenter, je suis Sidibé Yaya. Je suis le chargé du développement des activités de finance islamique à Coris Holding. Il faut dire qu'avant d'accéder à ce poste, j'ai occupé des postes d'analyse financière auprès de la Banque islamique du Sénégal. Suite à cela, j'ai rejoint le groupe IFAS, Islamic Financial Advisory and Services à Casablanca, où j'ai occupé le poste de consultant finance islamique. C'est suite à ces obligations que j'ai rejoint le groupe Coris Holding, où nous exerçons dans la supervision des activités et participons concrètement au développement de la finance islamique au sein de cette entité. Merci à vous, M. Sidibé. Merci. À vous, monsieur Le Saffre. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Dominique Le Saffre. Comme il a été dit, je suis directeur général de l'investisseur solidaire qui s'appelle la CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement. Bon, j'ai un parcours, vous voyez, je suis plus tout jeune, j'ai un parcours, je dirais, d'engagement autour de services financiers de proximité dans les pays en développement, à travers l'Afrique, l'Amérique latine, Moyen-Orient également. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais juste pour dire que la CIDI a une mission très particulière puisqu'elle est ce qu'on appelle un investisseur solidaire.
qui collecte des ressources, c'est-à-dire du capital auprès de l'opinion publique française et européenne, et transforme ce capital en investissement auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire en général et auprès des institutions de financement de proximité dans les pays du Sud et en Afrique largement. Alors, les modalités d'intervention vont peut-être intéresser les participants à notre heure sur la microfinance africaine ce soir, puisque nous investissons en capital, donc la CIDI devient, sur requête des organisations locales, actionnaire minoritaire, et nous participons à la gouvernance de ces institutions chaque fois que le cadre juridique le permet. Et nous faisons également des prêts, comme on dirait en Afrique, moins chers. Et lorsque le système financier le permet ou le contraint, comme en Éthiopie par exemple, nous faisons des garanties de crédit pour faciliter l'accès au crédit des institutions de microfinance auprès du secteur bancaire. Bon, la CIDI a une quarantaine d'années d'existence et un rayon d'action assez vaste, puisque nous sommes présents pour ce qui est de l'Afrique dans la plupart des pays africains. Même si nous sommes, je dirais, créés en France, ce n'est pas nécessairement uniquement vers l'Afrique francophone où nous sommes présents. Nous sommes largement présents en Afrique de l'Est, en Afrique australe également, en Afrique du Nord également. Je peux causer encore longtemps, hein, donc c'est à vous à me taire, à me dire de me taire. L'approche que nous avons établie est la suivante, c'est que constat de plusieurs choses sur l'Afrique. D'abord, on va dire que nous le savons, je n'ai rien inventé, l'Afrique est un continent magnifique, en pleine mutation, en pleine ébullition permanente, avec un enjeu central qui est l'insertion socio-financière des populations, et que du coup, c'est un énorme marché, pas loin du milliard d'habitants, qui est globalement très peu bancarisé. Donc, dont la majorité de la population n'accède toujours pas, d'une part, à des services de base, ça on le sait, mais ce n'est pas l'objet de ce soir, mais n'accepte toujours pas non plus à des services financiers de base. Du coup, il y a une demande considérable, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ce marché et le paysage des acteurs des services financiers de proximité ou de la microfinance est encore, on va dire, relativement récent. Et il y a un enjeu de structuration, de consolidation et de pérennisation des institutions de microfinance. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est d'elle et à sa modeste échelle, la CIDI a décidé d'avoir une double approche. D'une part, le financement à caractère solidaire, je vais dire rapidement ce que c'est, et d'autre part, l'accompagnement à la consolidation de ces institutions. Mais accompagnement, on va être clair, ce n'est pas nous depuis Paris qui disons bah vous, ça c'est bien pour vous. Non, non, c'est dans le cadre d'un dialogue partenarial que nous recevons des demandes de services, de renforcement des capacités des institutions dans lesquelles nous sommes présents, et nous répondons autant que faire se peut le mieux possible à cette demande très bien formalisée. Pour ce qui est du vocable utilisé solidaire, alors c'est un mot comme développement ou bienveillance, etc. C'est des mots qui ne veulent rien dire si on ne les qualifie pas. On demande à nos actionnaires d'accepter d'être présents avec nous longtemps. Désolée de vous couper, monsieur Le Saffre. Désolée. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la présentation et on va y venir dans la conférence. D'accord. Merci. Je vous avais dit, il faut me faire taire. Hein, parce que les sujets sont tellement passionnants, n'est-ce pas, chers collègues? Voilà. Je te laisse poursuivre. Oui, ok, du coup, merci beaucoup de me faire l'honneur de votre présence ce soir et merci à toutes et à tous, le public, d'être présent ce soir. Donc du coup, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Bon, monsieur Le Saffre a déjà abordé certains points que je vais aborder rapidement dans une petite introduction des éléments dont on va traiter ce soir. Donc en fait, l'objectif de la conférence ce soir, donc, ça va être de définir ce qui est entendu par finance alternative,
les enjeux qu'elle comprend, mais aussi ses perspectives d'évolution, avec une focale particulière sur le continent africain. Donc, avant de présenter l'organisation de la conférence, j'aimerais faire une petite introduction, comme j'ai dit, rapide sur le sujet. Donc, comme M. Le Saffre a dit, il faut savoir que l'accès au financement, c'est-à-dire l'accès aux banques classiques, reste un véritable défi sur le continent africain. Et la problématique de la bancarisation sur le continent est liée à d'autres thématiques comme celle du secteur informel et donc à celle de l'inclusion financière. Et donc, il faut savoir qu'on parle de finances alternatives pour qualifier des solutions de financement, en fait, qui ne correspondent pas au système bancaire traditionnel, comme par exemple les microcrédits, le financement participatif ou encore la finance islamique dont nous allons parler ce soir. Mais le problème, c'est que la finance alternative, même si elle présente de nombreuses opportunités de développement pour le continent africain, donc par exemple diminution du taux de pauvreté ou croissance économique, il est quand même nécessaire d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour en fait maintenir cet équilibre entre la mission sociale qui est derrière la finance alternative et la viabilité économique en fait de ce système. Et donc ce sont les thématiques dont nous allons traiter ce soir au cours de la conférence, donc qui va se dérouler en 2 temps. Donc dans un premier temps, nos intervenants vont exposer une problématique en lien avec le sujet, et ensuite donc, le public, vous aurez l'occasion de prendre la parole et de poser vos questions. Donc vous allez pouvoir lever la main et ensuite ouvrir votre micro et poser votre question à l'intervenant de votre choix ou bien une question générale. Donc du coup, on va commencer la conférence. Donc alors, on va voir premièrement, en quoi d'un point de vue éthique et social, en fait, l'arrivée de finances alternatives a permis de changer les choses en Afrique. Donc, je vais m'adresser tout d'abord vers vous, Monsieur Le Saffre. Donc, dans le cadre de la CIDI, vous avez été invité à développer un système qui offre une perspective d'autonomie à vos clients, tout en agissant en fait dans des zones qui ne rentrent pas dans les normes du système traditionnel. Et donc, la question que je vous pose, c'est donc de savoir en quoi cette approche a permis de répondre à des enjeux sociologiques et éthiques d'un point de vue de la microéconomie. Et du coup, je vous laisse 8 minutes pour répondre à la question. Merci, Kumba. Alors, par quoi commencer? On peut... Je dirais qu'il y a d'abord une constante qui est à quoi la microfinance, comme un autre service, veut répondre. Si on n'a pas en permanence cette idée en tête, si on veut faire du chiffre pour du chiffre, on risque de passer à côté. Et je m'adresse volontiers à des étudiants à Dauphine. Ce n'est pas par souci de provocation, c'est juste, comme vous me l'avez demandé, de mettre les choses en perspective. C'est-à-dire, aujourd'hui, selon notre analyse, une bonne réponse à une demande de service financier passe par la bonne compréhension de la demande de ces services. On peut avoir une approche par l'offre et très bien fonctionner. Par exemple, les entreprises de digitalisation fonctionnent très bien parce que, voilà. Mais est-ce qu'elles répondent effectivement à la demande des populations majoritaires encore en Afrique qui veulent sortir de la pauvreté via des services financiers qui soient adaptés à leur profil et à leurs demandes? Je ne sais pas. Je peux vous raconter une histoire parce que nos propos peuvent être très vite théoriques et un peu fatigants. Il y a 25 ans, en Ouganda, on savait qu'il y avait une population qui a subi les exactions de M. Idi Amin Dada, etc. Et puis, il se trouve qu'un groupe s'est constitué pour appuyer les veuves de ces exactions par un petit fonds rotatif, c'est-à-dire un fonds destiné à tourner et à être distribué par accès successif à une population croissante. Ça a démarré à une micro-échelle, à peu près 5 000 $ à l'époque. Aujourd'hui, cette initiative est devenue la première institution de microfinance en Afrique. C'est devenu une banque régulée, qui est devenue la première banque du pays, qui s'appelle Centenary Bank, et qui fournit des services financiers à 2 millions de personnes dans un pays d'une quarantaine de millions d'habitants. Je veux dire, même en France, il n'y a aucune banque qui répond à ce type de proportion en termes de services.
Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens sont venus voir la CIDI il y a 25 ans. C'était avant moi, bien sûr. Et ils ont dit, nous voulons trouver des solutions, nous voulons définir les solutions qui correspondent à ces populations qui ont été victimes de situations, on va qualifier de sociales ou politiques, sociopolitiques. Mais on ne sait pas faire. Comment est-ce qu'on peut faire? Et du coup, on a démarré à petite échelle. On a mis quelques sous pour faciliter les choses. Et puis, progressivement, ce petit fonds rotatif est devenu une association. Cette association s'est transformée en trust. Ce trust s'est transformé en banque. Et aujourd'hui, c'est une institution qui collecte les dépôts de 2 millions de personnes et qui fournit des services à pas loin de 800 000 personnes. Pourquoi je dis ça? Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu d'abord être à l'écoute de la demande. Il a fallu ensuite proposer des solutions intéressantes et pertinentes par rapport à cette demande. Et ça relève de ce qu'on appelle les produits financiers. Et il a fallu durer. Parce qu'évidemment, il y avait ce qu'on appelle du risque. Et donc, avec le temps, on a facilité la création d'un actionnariat local. Aujourd'hui, la CIDI ne représente plus que 10% de l'actionnariat. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, comment s'assurer que l'agenda de la microfinance reste ou soit d'abord, mais d'abord, pour ce qui est de l'Afrique, continent dont on parle ce soir, l'affaire des Africains. Et pas l'affaire des Toubabs, comme on dirait en Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'est un sujet fondamental. Ça veut dire que la première dimension, pour répondre à votre question, c'est d'abord faire les bons repérages. Qui est qui et qui fait quoi? Perso, je considère que tout le monde a le droit d'exister, évidemment. Du coup, il peut y avoir des startups dans tous les sens, il n'y a pas de problème, surtout dans un continent actif. Et puis les jeunes en particulier que vous êtes, vous avez besoin de créer. Mais ce n'est pas les startups qui font le développement. Parce que les startups, il y a une sélection qui se fait. Et ne sont celles que ce qui dure. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a 25 ans, nous, on avait appuyé une startup qui est devenue une institution financière, non seulement avec pignon sur rue, mais qui est aussi remarquable. La deuxième dimension, c'est considérer, c'est effectivement comprendre que les contextes sont différents les uns des autres. En Afrique de l'Ouest, il y a une loi très intéressante, la loi Parmec, qui est une loi qui a permis l'émergence, il y a une vingtaine d'années, de ce qu'on appelle les systèmes mutualistes d'épargne-crédit. En gros, nous savons que même dans les zones les plus pauvres, il y a de l'épargne. Et comment s'assurer qu'on catalyse cette épargne pour la transformer en système de crédit pertinent et qui appartienne à aux populations? Dans le pays que mon collègue Mamadou Mbey connaît très bien, il y a une boîte qui s'appelle Pamecas. Pamecas, ce n'est pas nécessairement c'est un fait très intéressant puisque ce sont 700 000 personnes qui, autour de ce système mutualiste d'épargne-crédit, décident de mettre ensemble et gérer ensemble leur épargne pour la transformer en crédit. Pareil au Mali avec d'autres réseaux, Kafodji-Guinée, Niessigiso, etc. Donc ça, c'est une première dimension. Actuellement, les aides internationales ont plutôt tendance à ne pas vraiment reconnaître ou ne plus vraiment reconnaître ces systèmes qui sont complètement autonomes, parce que l'aide internationale ne peut pas influer sur elles, ou très peu.
je trouve très intéressant de constater qu'en période de crise Covid, c'est d'abord ces systèmes mutualistes d'épargne-crédit qui collectent le plus de nouveaux membres. Ça veut dire que c'est d'abord à cette population marginalisée, on va dire, la population marginalisée s'identifie d'abord à ce qui existe sur place et ce qui leur parle. Ensuite, il faut quand même regarder tout ce qui est régulation. Probablement mes collègues vont en parler. Évidemment, la marchandise utilisée par la microfinance, vous le savez, c'est une marchandise quand même fluide, c'est de l'argent. Donc c'est une marchandise qui est à la fois très tangible et très intangible. L'argent, ça... Voilà. Si on ne draine pas, si on ne gère pas bien argent, eh bien ça risque de couler. Du coup, on constate que la plupart des pays, et en particulier en Afrique de l'Ouest, il y a une régulation de la microfinance qui tente de réduire et contenir les possibles abus autour du concept de l'usure. C'est-à-dire, les institutions de microfinance ne peuvent pas prêter au-delà des taux d'usure. Et en Afrique de l'Ouest, c'est autour de 22-24%. Je suis désolée, monsieur Le Saff, je vais devoir vous couper. Bah oui. Mais on peut revenir sur cet élément durant la discussion. D'accord, je laisse la parole à d'autres personnes, bien sûr. Merci. Merci, Ania. Je vais m'adresser maintenant à monsieur Sidibé. Dans le cadre de vos responsabilités au sein de la branche en charge de la finance islamique chez Coris Holding, en quoi la finance islamique apporte-t-elle une nouvelle approche de la finance? Merci, Ania. La finance islamique, dans le cadre de mes activités, il faut dire que la crise financière de 2008, qui a frappé durement le système financier à travers le monde, a mis en évidence la force intrinsèque de la finance islamique qui, évidemment, a mieux résisté à cette crise par rapport à d'autres types par rapport à d'autres types de financement. Alors, cette finance islamique qui s'annonce comme une nouvelle alternative viable est en mesure de contribuer à une meilleure mobilisation de l'épargne, d'améliorer l'inclusion financière et économique des populations, notamment en Afrique. Alors, elle est une nouvelle approche déjà par les principes qui sous-tendent l'activité de la finance islamique. Il faut dire que les principes qui sous-tendent l'activité de la finance islamique sont de 5 types, à savoir 3 interdictions et 2 obligations. Les 3 interdictions qui sont l'interdiction du riba, c'est-à-dire l'intérêt, l'interdiction de la spéculation et de l'incertitude à outrance, évidemment. Il y a aussi l'interdiction d'un certain nombre de secteurs que la finance islamique juge illicites, tels que le secteur de la viande porcine et le secteur de l'alcool et autres. Les 2 autres obligations qui sont l'obligation d'endosser des investissements à des actifs tangibles et aussi l'obligation du partage des profits et des pertes. Et deuxièmement, il y a aussi le caractère social, responsable et éthique de la finance islamique qui fait de cette finance une nouvelle alternative. À ces éléments, on peut ajouter aussi le fait que l'activité de la loi qui sous-tend l'activité des finances islamiques rime parfaitement aujourd'hui avec les objectifs de développement durable. Donc, voici un peu les éléments qui font de la finance islamique une nouvelle approche.
Merci beaucoup pour votre réponse, monsieur Sidibé. Du coup, je vais passer à monsieur Bey. Du coup, en tant que consultant manager ESG, donc environnemental, social et gouvernance, du coup, on voulait savoir en quoi la prise en compte des facteurs écologiques et sociaux, en fait, a modifié l'exercice de la finance, en fait, au mieux. Merci, Kumba. Donc, la prise en compte des questions ESG donc, a beaucoup contribué, en tout cas, de manière positive aux pratiques de la finance traditionnelle à 3 niveaux. Donc, le premier point, c'est au niveau de la gestion des risques. Ça a beaucoup amélioré la gestion des risques. Le deuxième niveau, donc, c'est en plus de la rentabilité financière, maintenant, on peut viser une rentabilité au niveau de la protection de l'environnement, des relations avec la protection des communautés et des employés. Et un autre point, c'est de mieux répondre aux besoins des clients, parce que ça permet de mieux cibler, en tout cas, les investissements par rapport aux besoins des clients. Donc, pour le premier point, donc, au niveau de la gestion des risques, donc, on voit que par rapport aux risques que prenait en compte la finance traditionnelle, la prise en compte des risques environnementaux et sociaux et de gouvernance peut contribuer donc à mieux améliorer la solvabilité des clients, parce que avant on se regardait juste en tout cas le dossier juridique et par exemple est-ce que le client a une garantie, alors qu'on négligeait en tout cas certains critères environnementaux et sociaux qui peuvent compromettre un projet, même si financièrement le projet est assez viable. Par exemple, si vous avez un projet qui a tous les financements nécessaires, mais qui doit s'installer dans un endroit où les communautés ne sont pas d'accord. Donc, vous pouvez commencer votre projet, mais tôt ou tard, les communautés vont se soulever et vous risquez de perdre tout votre investissement. Même chose si vous avez un client, une entreprise, par exemple, qui ne s'occupe pas bien de la santé des travailleurs, si bien qu'il y a à chaque fois des accidents de travail, des grèves, ou en tout cas, ça peut compromettre la production et ça peut en tout cas avoir des impacts sur la capacité de ce client à vous rembourser plus tard, parce que vous avez négligé ces critères-là. Même chose côté environnement, si le client ne respecte pas certaines réglementations environnementales, donc il peut subir des amendes ou bien voir son entreprise fermée et elle ne pourra pas vous rembourser donc, votre prêt. Donc, si bien que donc, ces critères-là, si vous les prenez en compte en amont, en évaluant les clients, donc vous le évaluez parallèlement aux critères financiers, vous regardez aussi les critères extra-financiers qui peuvent compromettre le projet. Ça peut augmenter la capacité de ce client-là et les chances de ce client à vous rembourser votre prêt. Un autre point, donc, toujours de la gestion des risques, c'est les risques de responsabilité. Par exemple, si vous prenez possession d'un bien d'un client à travers une garantie et que vous n'avez pas fait les évaluations environnementales et sociales nécessaires, cette garantie-là peut vous coûter très cher à cause de votre responsabilité, parce que dès que vous entrez en possession de cette garantie, vous êtes responsable de tout ce qui de ces impacts environnementaux et sociaux. Donc, si par exemple c'est un terrain qui est contaminé, il vous revient la responsabilité de contaminer. Si par exemple c'est un terrain qui est litigieux, donc vous devez donc faire toutes les démarches administratives, les démarches juridiques en tout cas pour pouvoir l'utiliser. Donc, si en amont vous avez pris en compte ces aspects-là, ça peut vous épargner donc ces risques de responsabilité. Enfin aussi le risque de réputation. Donc, si vous financez un projet, donc il y a votre responsabilité, parce que l'origine de ce projet-là vient de votre argent. Donc, si c'est un projet controversé, ça peut remonter jusqu'à vous et ternir votre réputation. Et donc, tous ces risques, le risque de crédit, que ce soit le risque de responsabilité, le risque de réputation, a une répercussion sur le risque financier. Donc, si vous négligez ces risques extra-financiers, ça peut avoir un impact sur votre risque financier. Donc, c'est à ce point-là que ça améliore un peu la gestion des risques. Si je dis même, ça améliore sensiblement la gestion des risques au niveau des institutions financières. Un autre avantage, c'est que la finance classique, en tout cas, visait juste le profit financier, mais maintenant, on peut, en plus du rendement financier, on peut viser un impact positif sur les communautés, un impact positif sur l'environnement et un impact positif sur les travailleurs. Et ça, on peut le faire à travers des projets qui contribuent donc à la protection de l'environnement ou des communautés. Par exemple, si on finance des projets d'énergie renouvelable, en plus de la lutte contre les changements climatiques, on peut avoir des énergies propres. Et en même temps, ça ne
compromet en rien donc la rentabilité financière d'un investissement classique. Même chose si on investit dans l'efficacité énergétique, dans les projets d'infrastructures qui s'adaptent mieux au changement climatique, les obligations vertes et sociales, par exemple les bâtiments sociaux, les transports durables. Donc tout ça, en plus de la rentabilité financière, ça contribue en tout cas à la protection de l'environnement, à la protection des travailleurs et des communautés. Et le dernier point, donc, c'est de mieux répondre aux besoins des clients, parce qu'il y a certains clients, par exemple, qui hésitaient à investir, à mettre leur argent dans une banque ou bien dans une caisse de retraite, parce qu'ils ne voulaient pas que leur argent soit investi dans un domaine ou dans un autre. Il y a certains, par exemple, qui ne veulent pas que leur argent soit investi dans le charbon, d'autres dans par exemple, des activités qui utilisent le travail des enfants, d'autres qui préfèrent que leur argent serve à améliorer les conditions de vie des femmes. Donc, ça permet en tout cas aux institutions financières de mieux cibler les besoins des clients. Ça permet aussi des clients d'éviter certains secteurs, en tout cas, qui ne correspondent pas à leur valeur. Donc, c'est au niveau de ces acteurs, ces axes-là, que les gestions les critères ESG contribuent à améliorer un peu donc, les pratiques de la finance traditionnelle et dans le bon sens. Merci, M. B. Merci aux trois intervenants pour leurs réponses. Nous allons maintenant passer à la seconde thématique de la conférence. Donc, comme dit précédemment, la finance alternative, elle offre de nouvelles perspectives sur le développement, ainsi que par l'inclusion financière, sociale et économique qu'elle augure. Donc, maintenant, la question, c'est selon vos propres expériences, quels seront les prochains enjeux de ces finances alternatives? Monsieur Sidibé, je vais d'abord m'adresser à vous. Au regard de votre expérience, comment envisagez-vous le futur de la finance islamique, notamment avec l'accroissement du risque de défaut de la part des emprunteurs? Merci beaucoup. On dit que actuellement, même si la finance islamique connaît, on peut dire, un développement assez timide sur le continent africain, il faut dire qu'elle évolue à une progression moyenne annuelle d'au moins 15%, ce qui présage à la finance islamique un futur, en tout cas un futur glorieux. C'est pourquoi il y a plusieurs études abondent dans ce sens, notamment le cabinet Moody's qui stipule que la finance islamique dispose d'un fort potentiel sur le continent africain où évidemment en Afrique, les pays cherchent à diversifier leurs sources de financement. Excusez-moi, M. Sidibé. Continuez. Évidemment, sur un continent où les pays cherchent à diversifier leurs sources de financement. Donc, progressant à cette allure-là, la finance islamique a de bonnes perspectives devant elle grâce à sa capacité de proposer des solutions de financement. Sidibé, je pense que votre micro est en muet. C'est bon, je reprends ou bien... Oui, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je disais que actuellement, on peut dire que la finance islamique connaît un développement qui est assez timide sur le continent parce que faisant que seulement 1,5% des actifs globaux de la finance islamique. Mais il faut dire qu'elle évolue actuellement à une progression annuelle d'environ 15%. Ce qui fait que la finance islamique a évidemment un avenir glorieux, faisant du continent africain tout court l'Eldorado de la finance islamique. C'est pourquoi le cabinet Moody's stipule que la finance islamique dispose d'un fort potentiel sur le continent où les pays cherchent à diversifier leurs sources de revenus, notamment les besoins infrastructurels des pays africains, font qu'ils vont nécessairement se tourner vers les produits de la finance islamique qui vraiment proposent des produits alternatifs innovants
dans ce sens-là. Par ailleurs, dans le contexte d'accroissement de risque de défaut de paiement de la part des clientèles, il faudra nécessairement se fixer les défis qu'il faut relever, notamment les défis de sensibilisation à travers les formations. Il faut éduquer la population sur ce que c'est que le bien fondé de la finance islamique. Par la suite, il faut évidemment mettre en place une cartographie des risques liés à l'activité de la finance islamique afin de permettre aux acteurs, eux aussi aux clients, de mieux maîtriser les tenants et les aboutissants de l'activité de la finance islamique. Aussi à nos gouvernants et institutions financières de la place de mettre en place un cadre réglementaire qui va fixer, je vais dire, la responsabilité de toutes les parties prenantes à cette activité-là. Voici un peu l'avenir auquel la finance islamique est destinée. Merci beaucoup, M. Sidibé. Du coup, je vais revenir à M. Bey. Donc, en fait, M. Bey, la question que je vais vous poser est la suivante. Donc, compte tenu en fait des critères ESG donc, qui sont potentiellement discriminants pour les entreprises, pour certaines entreprises qui n'ont pas les moyens de les respecter, quelles seraient justement les perspectives envisageables du secteur ESG dans le cadre du financement d'entreprises africaines? Et justement, est-ce que la place de ce secteur, du coup, est-elle destinée à prendre de l'ampleur sur le continent africain? Merci. Alors, merci, Koumba. Donc, c'est vrai qu'il y a une perception que les facteurs ESG sont un peu discriminatoires parce que certaines entreprises n'ont pas les moyens de les mettre en place. Mais je pense que c'est juste parce que c'est juste une perception. Mais en réalité, la plus grande partie de ces critères-là sont vraiment accessibles à la plupart des acteurs financiers. Donc, pour cela, je pense qu'il faut comprendre d'abord c'est quoi, en tout cas, une démarche d'intégration de facteurs ESG. La première chose à faire, donc, c'est une liste d'exclusion. Donc, avoir des secteurs qu'on évite de financer parce que c'est des secteurs controversés. Et donc ça, la plupart des institutions financières ont déjà ces listes d'exclusion. Par exemple, si je prends la finance islamique, il vient de citer donc quelques points sur la liste d'exclusion, par exemple le riba, l'alcool, des choses comme ça. Et dans les autres banques aussi, ils ont déjà des listes d'exclusion. Donc pour avoir ce critère ESG dans la liste d'exclusion, il faut juste l'allonger et utiliser les mêmes procédures. Donc ça ne demande pas beaucoup de moyens. En tout cas, il faut juste l'ajouter à votre liste d'exclusion pour l'appliquer. L'autre point, donc, c'est le respect des réglementations environnementales et sociales. Donc, une entreprise, quelle qu'elle soit, elle doit respecter les réglementations du pays dans lequel elle évolue. Donc, il faut juste ajouter à ces réglementations les réglementations environnementales et sociales, veiller à ce que ces entreprises respectent. Donc, ça aussi, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Peut-être il faut juste connaître ces réglementations, c'est vrai, mais de toute façon, une entreprise doit se conformer aux réglementations. Donc, c'est ces deux points-là. Je pense que ça ne demande pas beaucoup de... Ce n'est pas des points qui sont vraiment pas discriminatoires parce que c'est des choses que l'entreprise doit faire de toute manière. Maintenant, c'est au niveau du troisième point, concernant les bonnes pratiques, peut-être qu'il y a des différences parce que ça, c'est en général, ça dépend des moyens, en tout cas des entreprises, pour faire plus que ce que la réglementation demande, parce qu'il y a certaines entreprises qui font des efforts environnementaux et sociaux, gouvernance, juste pour respecter les réglementations, parce que c'est des exigences réglementaires, et si elles ne le font pas, ils risquent des amendes. Mais pour aller plus loin et faire les bonnes pratiques, donc c'est important en tout cas de peut-être dépenser plus d'argent, pour avoir des experts pour mettre en place ces bonnes pratiques. Et en général, ces bonnes pratiques sont faites de telle manière qu'elles sont accessibles et que sont rentables sur le plan financier. Donc, pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est toujours discriminatoire, mais c'est une question de sensibilisation et de capacité. Donc, pour que ça soit accessible aux entreprises africaines, il faut, je pense, augmenter la sensibilisation pour leur faire un peu démystifier ces facteurs ESG, que c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si on est bien formé, on est sensibilisé, on a déjà les outils en place, donc il faut juste les intégrer dans les outils qu'on a déjà, ne pas les gérer de manière parallèle. Mais si on a une liste d'exclusion, on intègre donc les facteurs ESG dans la liste d'exclusion. Si on respecte les réglementations, on intègre les questions ESG. Si on a d'autres bonnes pratiques, il faut juste les intégrer, donc les questions ESG dans les bonnes pratiques. Je pense que c'est
C'est ça qu'il faut faire en tout cas pour en tout cas augmenter donc leur présence au niveau des entreprises africaines, parce que c'est une condition maintenant incontournable, parce que la plupart des investisseurs, des bailleurs de fonds ont ces exigences. Par exemple, si vous prenez International Finance Corporation, vous prenez la Banque africaine de développement, vous prenez l'AFD, elles ont toutes des critères ESG. Donc, si vous voulez bénéficier de leur financement, vous êtes obligé donc de mettre ces critères-là en place. Donc, autant s'y mettre dès maintenant pour, en tout cas, ne pas passer à côté de certains investissements. Et de plus en plus maintenant de fonds, par exemple le fonds vert climat, donc vous demande toujours ces critères-là. Donc, je pense que ça devient la règle. Si vous négligez ces critères-là, vous risquez de passer à côté de pas mal d'opportunités, en tout cas d'opportunités financières. Et donc, je pense que c'est quelque chose que les entreprises doivent savoir que c'est un investissement. Donc, ce n'est pas quelque chose de philanthropique, mais c'est un investissement qui peut être rentabilisé à court terme et même à moyen terme. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou... Non, c'était très clair, merci. Merci, M. Bey. Je vais maintenant l'adresser à M. Le Saffre. Selon vous, quels sont les enjeux du secteur microfinancier sur le continent africain, compte tenu des limites qui ont pu être pointées du doigt, notamment sur les taux pratiqués? Eh bien, je vais synthétiser ces enjeux en 10 points, mais je vous promets d'être court. Allez-y, vous pouvez prendre le premier enjeu porte sur la poursuite de la massification de l'offre, en résonance avec ce que M. Bey a dit d'ailleurs, c'est-à-dire une offre avec des critères. Pour quelle raison? Parce que la demande de services financiers de proximité ou de microfinance n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui et l'offre n'est pas suffisante. Donc, consolider l'offre. Deuxièmement, maintenir ou développer et renforcer un agenda véritablement africain de la microfinance. Il se trouve que la CIDI a accompagné l'émergence d'un réseau qui s'appelle Microfinance African Institutions Network, qui regroupe aujourd'hui 125 IMF à jour de leur cotisation et qui définissent par elles-mêmes leur agenda de renforcement des capacités. C'est-à-dire que ce n'est pas à Paris, à Luxembourg, à Washington que l'on doit dicter les agendas du développement de la microfinance en Afrique. Mais c'est véritablement en Afrique par les organisations africaines. Ça paraît être un axiome de base, mais c'est loin d'être évident. Le troisième point, ça a été évoqué également, le renforcement d'une régulation de la microfinance qui soit harmonisée peut-être d'une région ou d'un pays à l'autre. Parce qu'on ne va pas faire de comparaison, mais toutes les régulations n'ont pas la même prégnance sur les pratiques dont on vient de rappeler, mes collègues l'ont fait, sur l'importance de maintien de bonnes pratiques. Un autre enjeu qui, à mon avis, est en train de passer complètement à la trappe, excusez le langage un peu imagé, c'est la question de la digitalisation. Évidemment, il y a une massification de l'accès à certains services financiers, mais cette digitalisation, c'est purement une histoire d'opérateurs internationaux. On ne va pas les nommer, on les connaît, mais aujourd'hui, c'est un vaste champ des services financiers qui relèvent de la microfinance, qui certes fournissent des services à la population africaine, mais dont l'agenda échappe largement aux décideurs africains. Mais moi, je travaille sur l'Afrique depuis très longtemps. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il y aura cette prise de conscience et digitalisation version orange, et ben peut-être qu'on va calmer le jeu. Excusez-moi de ce propos un peu polémique. Ensuite, l'enjeu suivant, c'est la poursuite du travail sur la durabilité des institutions de microfinance, leur durabilité institutionnelle, leur consolidation financière et également leur meilleure capacité de répondre à des services qui, comment dire, relèvent vraiment de la demande des populations. L'enjeu suivant, c'est tout ce qui relève de la transition écologique et sociale. Ça a été évoqué par mes collègues. C'est vrai que l'ESG nous fournit un cadre que M. Bey a rappelé, intéressant, enfin je veux dire en tout cas un cadre fort,
Mais il faut pouvoir non seulement le mettre en œuvre, mais s'assurer de son appropriation. Autour de ce sujet, le 9e enjeu, je dirais, c'est comment articuler microfinance et changement climatique. Les pays du Sud, plus que encore chez nous en Europe, et les pays africains, et puis pour ne pas les nommer, les pays de la bande du Sahel en particulier, sont particulièrement exposés au réchauffement climatique, etc. Comment les institutions de microfinance, en particulier celles qui fournissent des services dans les zones rurales, auprès des producteurs de riz, agricoles, peuvent être capables d'adapter, tout en assurant leur durabilité, des produits financiers, une offre de produits financiers qui s'adapte à cette demande qui est en évolution permanente et qui relève d'un fort champ de recherche. Et le dernier point, qui n'est peut-être pas si évident, il existe aujourd'hui une offre très abondante sous forme de dette pour la microfinance. Des prêteurs, il y en a. Ah, ça manque pas. Ils se font concurrence entre eux, des prêteurs, il y en a. Mais des investisseurs en capital, c'est-à-dire des institutions qui sont prêtes à partager la vision et le risque des institutions de microfinance avant le retour sur résultat et accompagner l'agenda des responsables de ces institutions de microfinance pour leur structuration et leur avenir, je vous garantis, il n'y en a pas beaucoup. Et je ne sais pas comment faire. En tout cas, il se trouve que la CIDI n'a pas beaucoup de difficultés à trouver des débouchés sur son approche parce qu'on investit en capital, avec un retour parfois qui prend du temps. Des prêteurs, je vous dis, il y en a. Prêter en microfinance, en plus, ce n'est pas difficile, puisqu'on fait des bons contrats et que microfinance, ça paye en retour très bien. En gros. Donc, prêter microfinance, franchement, ce n'est pas un job très compliqué. Je m'adresse aux étudiants de Dauphine, là. Mais investir sans retour annoncé, on comprend que ce ne soit pas si évident. Mais du coup, l'offre de capital à caractère solidaire est très rare. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'était très intéressant. Du coup, je tiens à remercier tous les intervenants pour leurs réponses pertinentes, fructueuses. Et du coup, là, on va passer à la partie questions, débat avec le public. Donc, du coup, si vous avez des questions à poser, donc il y a l'option lever la main sur Teams. Donc, vous levez la main. Et du coup, avec Anya, on vous répartira la parole et on vous dira de tourner votre micro et de poser des questions vers l'intervenant vers lequel vous voulez vous poser votre question, du coup. Donc, n'hésitez pas. Ok, du coup, je vois... Deux mains levées. Ouais, donc Luciana et... du coup, Luciana, donc tu vois ton micro et poser ta question. Bonjour, merci à tous, c'était vraiment intéressant, merci aux intervenants. Moi, j'ai une question qui porte sur la finance islamique. Donc, je sais qu'il y a des projets pour, une volonté grandissante pour inclure les femmes, notamment dans la finance islamique en Asie. Donc, ma question est, est-ce qu'on peut espérer une inclusion financière identique entre les hommes et les femmes, Merci beaucoup. Merci pour ta question, Luciana. Du coup, je suppose qu'elle est dirigée spécifiquement vers Monsieur Sidibé. Donc, je vous laisse y répondre. Merci beaucoup. Du coup, Monsieur Sidibé. Ok, pardon, allez-y. Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que relativement à mon expérience en finance islamique, surtout au sein de cette banque islamique qui est Coris Bank Baraka, qui est évidemment l'une des institutions de référence dans la fourniture des produits financiers islamiques sur le continent africain. Nous contribuons à financer tous les clients de tout sexe, de tout genre, sans distinction aucune. Dans notre base clientèle, nous avons aussi bien
des clients, des clientes, je vais dire, particulières que des clientes entreprises. Donc, le secteur de la finance islamique ne prend pas en compte le genre. La finance islamique s'adresse à tout le monde sans distinction aucune. C'est ce que je voudrais dire. Merci pour votre réponse. C'est très clair. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Ok, donc Victor, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Bonjour, merci. Monsieur Le Saffre, vous avez évoqué précédemment le besoin de recherche pour concilier microfinance et réchauffement climatique. Selon vous, qui devrait mener ces recherches? Ce serait plutôt les institutions de microfinance ou plutôt les institutions gouvernementales locales? Merci de votre question, Victor. Un tel enjeu ne peut pas, à mon avis, être traité par une seule approche. Il doit pouvoir relever d'un dialogue entre, on va appeler ça, parties prenantes. C'est-à-dire, c'est qui les parties prenantes? D'abord, ce sont les paysans, c'est-à-dire les usagers des services financiers, qui, en les interrogeant, ont énormément de choses à dire, parce que ce sont les premières personnes qui vivent les effets du changement climatique. Ça, c'est un. Deux, les responsables des institutions de microfinance, puisqu'ils ont la responsabilité institutionnelle d'assurer la durabilité de leur institution. Trois, les pouvoirs publics. Il y a suffisamment de stratégies nationales de développement de tout type, et on sait que les enjeux climatiques s'inscrivent de plus en plus dans les stratégies nationales de développement de l'ensemble des pays africains. 4, les scientifiques. Les scientifiques en matière de climat ont beaucoup de choses à nous dire, évidemment. Et peut-être nous, parfois, les praticiens de la microfinance, on est un peu pris dans le nez dans le guidon et on ne prend pas suffisamment de temps de lever ce nez pour écouter aussi ce qui se dit. Je ne dis pas que c'est facile, et je vous remercie de votre question. C'est certainement un enjeu de dialogue considérable puisqu'il doit allier plusieurs disciplines qui ne sont pas naturellement amenées à dialoguer entre elles. Du coup, il faudra une modération. Alors, qui peut modérer ça? À mon avis, ce sont les associations professionnelles qui, dans chacun des pays d'Afrique, régissent un peu ou organisent la microfinance selon l'agenda de ce pays et qui traitent des enjeux amenés ensuite auprès des pouvoirs publics et ensuite évidemment des bailleurs de fonds. Mais partir de l'agenda des bailleurs de fonds, qui comme certains vont faire des cours à Ouagadougou pour dire aux étudiants ce qu'ils doivent penser, en pensant que vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est terminé. C'est franchement terminé. Excusez ce propos encore un peu polémique, et vous aurez compris à qui il s'adresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment en 2021 aujourd'hui. Et c'est important de prendre en considération le fait que, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, les agendas se définissent véritablement dans les pays, y compris sur des sujets aussi complexes que l'articulation entre microfinance et changement climatique. Merci pour votre Merci réponse. beaucoup. Du coup, aussi... Ok, donc Théo, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Oui, merci. Du coup, j'aurais une question pour Monsieur Bey. Vous parliez tout à l'heure des critères ESG en Afrique. Est-ce que on peut dire qu'il y a une uniformité des critères ESG en Afrique et dans le monde? Alors, merci Théo. Donc, en Afrique, donc, la plupart donc, des institutions bailleurs de fonds, donc, c'est des organisations de développement comme par exemple la Banque mondiale, l'International Finance Corporation, African Development Bank, et la Banque de développement de la Grande-Bretagne et les private equity que ces banques-là, ces banques de développement financent. Et donc, la plupart des critères qu'on utilise ici, c'est surtout les normes, les critères de bonne performance.
Donc, c'est les normes de performance donc, de la SFI. Donc, comme je disais, donc, la première chose à faire, c'est les listes d'exclusion. Ça, c'est propre à chaque organisation. Ensuite, c'est les réglementations nationales. Donc, ça, c'est le deuxième palier. Et le troisième palier, donc, c'est les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, vraiment, la base, ici en Afrique, en tout cas, c'est les normes de performance donc, de la SFI et de la Banque africaine de développement. Donc, les normes de performance, donc, il y en a 8. Donc, le premier, donc, c'est donc l'évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux. Ensuite, les conditions de travail, donc respect des conditions de travail des travailleurs. Ensuite, la réduction de la pollution et gestion durable des ressources. Il y a aussi donc les impacts négatifs sur les communautés, donc faire de telle sorte que les activités n'aient pas d'impact négatif sur les communautés. Ensuite, il y a tout ce qui est lié donc au déplacement des populations et comment donc les compenser, donc les compensations par rapport au déplacement des populations. Un autre point, donc, c'est la biodiversité, donc gestion de la biodiversité. Le 7e point, donc, c'est les peuples autochtones, donc respect des peuples autochtones. Le 8e point, donc, c'est donc préserver l'héritage culturel donc des populations. Donc, quand quelqu'un vient investir donc dans un pays, il doit donc en tout cas prendre en compte tous ces aspects-là, les points qui s'appliquent en tout cas, parce que c'est pas tous les points qui s'appliquent à chaque projet. Donc, pour certains projets, il peut juste y avoir le premier, donc évaluation environnementale et sociale et respect des conditions de travail. Par contre, par d'autres projets, la biodiversité peut être très importante. Donc, suivant donc le type de projet et l'ampleur du projet, donc les critères qu'on applique peuvent différer. Par exemple, au niveau de la microfinance, en général, c'est juste liste d'exclusion et réglementation nationale. Parce qu'en général, ce n'est pas des projets d'envergure qui demandent, par exemple, des recherches sur la biodiversité ou bien sur l'héritage culturel. Donc, mais si c'est des projets, par exemple, d'infrastructure, donc ça demande plus en tout cas, d'indicateurs. Donc, globalement, pour répondre à la question, donc, il y a quelque chose qui est classique, propre à chaque institution, donc c'est une liste d'exclusion, quelque chose qui est standard au niveau des réglementations nationales. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin et respecter les bonnes pratiques, vous utilisez les normes de performance de la SFI. C'est ça que la plupart des institutions de développement utilisent. C'est ça que le Fonds vert climat utilise. Donc, la plupart des investisseurs, en tout cas, s'inspirent de ces critères-là. Il peut y avoir quelques différences. Si vous regardez, par exemple, les critères de la Banque africaine de développement, c'est d'autres critères, mais ça inclut en tout cas les critères de la SFI. Donc, si vous prenez les critères de la SFI, vous êtes sûr en tout cas de couvrir les critères environnementaux et sociaux qu'on utilise globalement, en tout cas en Afrique. Merci, Monsieur Bey. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a des mains levées. Victor Lim. Oui, bonsoir. J'avais une question pour Monsieur Sidibé. Donc, par rapport à la finance islamique, j'ai bien compris donc, que la finance islamique, il n'y avait donc pas de taux d'intérêt, il me semble, et que certains secteurs donc, de l'économie étaient interdits. Mais comment se rémunèrent les acteurs de la finance islamique? Est-ce qu'il y a une rémunération qui est possible malgré l'absence de taux d'intérêt, ou est-ce que c'est effectué dans un but purement philanthropique? Et dans ce cas, comment les institutions financières arrivent-elles à gérer le risque qui est généré par ces prêts? Merci beaucoup pour la question qui revient généralement en finance islamique. Il faut dire que les institutions de finance islamique ne sont pas forcément des institutions philanthropiques. Elles se rémunèrent à partir des marges. Aujourd'hui, le produit phare des institutions de finances islamiques, c'est la Murabaha. La Murabaha qui est en quelque sorte achat-vente avec une marge bénéficiaire. Comme un commerçant qui va au marché, qui achète une voiture et qui revend la voiture avec une marge. Et c'est ainsi que les institutions de finances islamiques sont rémunérées. Maintenant, y a-t-il une différence entre taux d'intérêt et taux de marge? On va dire oui, il y a une différence entre
taux d'intérêt et taux de marge. Le taux d'intérêt, il est fixé en avant, il est fixé et il peut être dégressif comme il peut être fixe, alors que la marge n'est pas connue en avant. Et aussi, la marge, c'est égal au capital travail. La marge est la composante capital plus travail. Je vais essayer de vous expliquer un peu. La Banque islamique travaille en ce sens qu'elle assume des responsabilités dans ces transactions. Dans le contrat Murabaha, la banque achète une marchandise, assume les risques qui sont liés à la détention de ce bien avant de transférer la propriété du bien au contrat au terme de la transaction. Je ne sais pas si je m'explique un peu. Donc, les banques islamiques se rémunèrent, mais par marge et non pas par taux d'intérêt. C'était très clair, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Sidibé. On a une autre question. Luciana. Bonjour, merci. Ma question s'adresse à M. Lessafre. Donc, ma question est dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, quels seraient les principaux critères pour faire face à cette crise dans le cadre de la CIDI et plus globalement par les enjeux auxquels ils font face les institutions de microfinance? Merci, Luciana, pour cette question compliquée. C'est un sujet à prendre avec quelques pincettes, vu les enjeux considérables. Simplement, je commencerai par dire que la pandémie Covid-19 s'ajoute à un nombre de défis sanitaires ou sécuritaires ou sociaux auxquels les populations africaines sont déjà exposées. Ce n'est pas pour en minimiser les effets, c'est pour dire que quand on parle de résilience, par exemple sur la question climatique en France, eh bien nous avons un vrai sujet de résilience pour la survie dans les zones rurales ou périurbaines du vaste et magnifique continent africain. Alors comment les IMF ont abordé la question des effets de la pandémie Covid-19, d'après nos observations? Bon, d'abord, très difficile d'abord. Bon, dans les pays où il y a eu des restrictions logiques ou explicables sur les déplacements des personnes, ils sont respectés. Certaines ont appris à télétravailler, ce qui était nouveau pour nombre de personnes, d'institutions. Bon, ça ne suffisait pas. On va dire, premièrement, il y a la relation avec les clients. L'idée, largement exprimée par les institutions de microfinance avec lesquelles nous sommes en relation, est de maintenir une offre de service auprès de la population malgré les circonstances sanitaires. Mais, bailleurs de fonds en général ont été complètement paniqués dès le mois de mars, avril, mai de l'année dernière, because Covid venu de Chine a fait trembler dans les pays de l'OCDE, logiquement. Et ces tremblements ont été projetés sur les coopérations financières vers les pays du Sud, africaines en particulier. Ce qui fait que nombre de prêteurs ont arrêté de prêter. Du coup, se sont taris nombre par crainte, par peur. Alors ça repart un peu. Du coup, nombre d'IMF qui avaient contracté des prêts pour développer leurs activités, eh bien, ont dû les réduire. Donc ça, c'est quand même assez critiquable, me semble-t-il. Mais bon, on n'est pas là pour faire la leçon, bien entendu. Mais en tout cas, ça s'est observé. Assez fondamentalement, on a constaté qu'une cinquantaine d'IMF avec lesquels nous travaillons ou qui sont en relation avec le réseau MAIN dont j'ai parlé plus avant, se sont adressés pour un service très particulier sur le
auquel on a essayé de répondre, qui est tout simplement la gestion de la trésorerie. Comment gérer une trésorerie sous tension, alors qu'il y a une forte demande de services et que les ressources sont amoindries, sont moindres. Ça a été très intéressant, en fait, parce que ça a été, pour certains, un apprentissage, pas la gestion, parce que les IMF sont globalement très bien gérés en Afrique, mais ça a été un apprentissage de la gestion de la rareté de la ressource financière, alors que globalement, elle est relativement abondante auprès des IMF performants. Je parlais tout à l'heure de régulation. Je vous ai parlé tout à l'heure de Centenary Bank en Ouganda. Eh bien, la Bank of Uganda a décidé tout simplement d'imposer le fait que les institutions de microfinance, organisées sur une base, je dirais, de sociétés anonymes, bancaires ou pas bancaires, eh bien, cette année était proscrite de distribution de dividendes, ce qui au passage complique la vie des actionnaires, non pas pour faire du cash, mais parce que voilà, on fait tous nos projections pour notre propre modèle économique et financier. Puis ce qu'on nous doit, on nous le doit. Ben là, ce qu'on nous devait, on ne nous l'a pas versé. C'est un peu compliqué, hein, au passage, pour les investisseurs comme nous qui devons aussi faire nos comptes à la fin de l'année. Bon, notre situation est relative, mais la prise en compte des effets de la pandémie globalement par les autorités financières à travers le continent africain a été prise avec, je veux dire, responsabilité. Enfin, la situation le cas que je viens d'exposer sur l'Ouganda est quand même très très intéressant parce que c'était une première. En disant que vous ne distribuez pas de dividendes à vos actionnaires, simplement le résultat que vous avez généré sur l'exercice précédent va permettre de vous consolider en vue d'anticiper les périodes à venir plus difficiles encore. Donc il y a un apprentissage à la précaution et tout le défi, il est ne pas confondre précaution et réduction de la prise de risque. Ce que les bailleurs de fonds ont globalement fait, passage, vis-à-vis des institutions de microfinance africaines. On a commencé à trembler because Covid. Du coup, la première réaction, ça a été de dire on ne décaisse pas et on va voir ce qui se passe. Voilà. Et ça, évidemment, ça s'est fait dans le plus grand des silences. Merci pour votre réponse, monsieur Essar. Merci beaucoup. On a d'autres questions. Ilyes? Oui, moi j'aurais une question. On m'entend? Oui, on vous entend. J'aurais une question pour monsieur Sidibé quant à la finance islamique. Vous avez dit que la finance islamique connaissait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, une croissance assez timide, mais vous avez aussi donné un chiffre intéressant qui est celui des 15%, 15% par an. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet essor, cet attrait pour la finance islamique pendant les dernières années? Merci beaucoup pour votre question. Il faut dire que cet attrait pour la finance islamique lié au contexte socio-économique du continent africain, vu le fait qu'on a un besoin énorme en termes d'infrastructures, en termes de santé, en termes d'écoles. Le continent africain a un besoin qui est très énorme. Et du coup, les détenteurs de fonds, généralement du Golfe, ont vu au continent africain ce terrain
qui est quasiment vide en termes d'infrastructures et même en termes de réglementation de la finance islamique, et se sont du coup de plus en plus intéressés au continent africain. C'est pourquoi, quand je prends par exemple la zone UMOA, on a aujourd'hui notre marché des capitaux islamiques avec l'émission des soukouk. L'émission des soukouk qui sont les obligations assorties du respect des principes et règles de la finance islamique. Aujourd'hui, la BFVM, qui est la bourse des valeurs mobilières de la zone UMOA, est la première place boursière de la finance islamique sur le continent africain, avec un cadre réglementaire non seulement qui a été mis en place au sein de la BCEAO, mais récemment, il y a des consultants qui ont été recrutés. Je peux dire le cabinet IFAS a obtenu le marché pour la mise en place d'un cadre réglementaire destiné au marché des capitaux conforme à la finance islamique. Donc, tous ces éléments pour dire que le continent africain, effectivement, s'impose comme le futur de la finance islamique. Là, c'est le premier volet, et par la suite, le modèle de développement de la finance islamique en Afrique est un modèle endogène. Vu qu'il y a des pays, des zones économiques qui ont implémenté cette finance-là dans un contexte de non-réglementation, et avec le développement qui s'annonce, les cadres réglementaires sont en train d'être mis en place, certainement ce qui fera de l'Afrique l'avenir de la finance islamique sur le plan international. Et à cela aussi, il y a les indicateurs de performance des institutions de finances islamiques sur le continent qui vraiment sont éloquents aussi. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ouais, merci. On a une autre question de Mamé Camara. Alors oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, c'est bon. Alors moi, j'aurais juste deux questions à poser à Monsieur Le Safre. Alors la première, ce serait, tout à l'heure, vous avez parlé des enjeux de la finance alternative. Et concernant la consolidation de l'offre, pensez-vous pas que le réel problème, ce serait plutôt un problème lié à des taux directeurs assez élevés, donc dans la zone, par exemple, UMOA, qui est de plus de 2%, donc qui constitue donc un véritable frein. Et la deuxième question serait plutôt, vous avez parlé tout à l'heure d'un manque d'investisseurs en capital, donc dans les entreprises, donc d'un manque réel d'investisseurs qui viennent soutenir les entreprises. Donc, comment expliquez-vous cela? Parce que, bon, on entend un peu partout que oui, l'Afrique, c'est le continent de demain, il faut investir la croissance et tout, mais qu'en est-il de maintenant? Merci. Merci de votre question. Je commencerai par répondre à cette dernière interrogation. C'est pas parce qu'on acclame ou on déclame que oui, il y a un potentiel fabuleux qu'on investit, je dirais, là où l'inclusion socio-économique est attendue. Évidemment, on va dire le capitalisme international formel a repéré qu'il y avait des opportunités pour soi-même importantes en Afrique. Bon, je ne poserai pas de jugement là-dessus, mais c'est un fait. Par contre, trouver du capital patient qui dit, ben voilà, dans telle région, il y a une population qui s'organise, elle a besoin de ressources durables pour mettre en œuvre leur propre agenda d'entrepreneuriat, on va dire, communautaire, pour utiliser un autre vocable. L'argent n'existe pas, ou il est très peu. Donc, la chance, à mon avis, c'est que historiquement, il existe des ressources, bon, alors les fameuses tontines, mais au-delà, en Afrique. Et moi, je suis persuadé que l'essentiel des ressources durables, les ressources financières durables, destinées à l'Afrique viendront de l'Afrique. C'est pour ça qu'un certain nombre d'intellectuels africains qui stigmatisent, avec à mon avis raison, les flux des capitaux qui montrent qu'une bonne partie des
des ressources générées en Afrique, ben, finalement, vont dormir ailleurs, etc. Les fameux biens mal acquis et compagnie. C'est un vrai sujet. C'est un sujet, à mon avis, très concret. Ensuite, la question des taux. Bon, je ne crois pas qu'on puisse réduire les dynamiques autour de la microfinance à la seule question des taux, parce que bon, on est certes dans un marché, et puis dans la zone que vous évoquez, les taux sont, en comparaison d'autres régions africaines, finalement pas si rédhibitoires. Bon. Moi, je reste très, très optimiste, très convaincu qu'il y aura, il y a plus exactement la création, la constitution d'un véritable marché de services financiers de proximité important. Par exemple, tous les 2 ans s'organise la semaine africaine de la microfinance, qui alterne en Afrique de l'Ouest francophone, en Afrique de l'Est pour leurs événements anglophones plutôt. La dernière semaine africaine de la microfinance, en octobre 2019, a réuni plus de 800 participants à Ouagadougou, alors que nous étions en pleine crise sécuritaire. 800 participants éminemment africains, quelques étrangers, mais surtout africains, traitant entre eux de sujets autour de cette microfinance africaine les concernant, continuant à définir l'agenda qui a du sens pour eux. Moi, j'ai été assez impressionné justement par le simple fait, parce qu'on sait qu'à travers le continent africain, ce n'est pas facile de voyager, même en période que l'on peut qualifier de normale, parce que les distances sont longues, les billets d'avion sont chers. Donc se réunir 800 personnes de tous les pays d'Afrique étaient présents à la semaine africaine de la microfinance, ça signifie, pour moi, c'est un indicateur très intéressant de la motivation, de l'enjeu qu'il y a autour de la création de meilleurs services financiers pour une population qui n'y accède pas encore. Donc la question des taux, pour répondre à votre question, s'inscrit, mais ce n'est pas le sujet, parce que nous avons affaire à une approche systémique. Il y a les taux, il y a la demande, il y a l'environnement, il y a la régulation, il y a les conditions physiques, il y a le coût de transaction, par exemple. Pourquoi ce qu'on appelle microfinance, disons development microfinance, la microfinance développementale, qui n'est pas le consumer lending, en Afrique du Sud, n'a jamais émergé, sauf à quelques exceptions près. C'est parce que le coût de transaction est très élevé. Le coût de transaction, c'est vous êtes des étudiants en finance, économie, donc vous savez ce que c'est que le coût de transaction. Je ne vais pas vous l'expliquer. Mais c'est un élément très important qui fait que dans certaines régions, oui, microfinance se développe davantage, et dans d'autres régions, microfinance se développe un peu moins. Je vous remercie. Merci pour votre réponse, monsieur le Safre. Je pense qu'on a encore le temps de prendre 1 ou 2 dernières questions. On a une question de Linda. Linda, tu peux prendre la parole pour poser ta question. Ton micro est éteint, donc je ne sais pas si... On ne t'entend pas. Là, ton micro est éteint, mais... Non, on ne t'entend pas. On a une autre question de Malek. Oui. Je pense, Linda, tu peux essayer de l'écrire sur le chat, peut-être.
Alors pour info, je viens de voir, je pense qu'elle a écrit quelque chose dans le chat en disant qu'elle poserait sa question plus tard. Merci beaucoup de prendre ma question et merci beaucoup d'organiser cet événement. Alors je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc je m'excuse d'avance si c'est quelque chose qui a déjà été traité. Mais je me demandais si jamais un de nos intervenants, ou bien plusieurs en fonction de si c'est cohérent, pouvez nous dire un peu si jamais il y avait des axes de développement pour le financement de projets, et notamment des projets énergie, tels que soit énergie renouvelable ou bien même des espèces de out of the grid projets avec des panneaux solaires qui ne seraient pas connectés au grid, par exemple, et qui permettraient de développer l'accès à l'électricité dans certaines régions. Et si jamais ils voient en fait un intérêt des investisseurs et éventuellement des opportunités avec des financements un peu innovants comme des financements participatifs ou de la microfinance pour ce type de projet. Est-ce qu'il y a l'un de nos intervenants qui aimerait répondre? Je peux intervenir. Donc, merci pour la question. En tout cas, tout ce qui est maintenant financement relatif à l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, je pense qu'il y a un grand potentiel parce que, comme tu le sais, dans plusieurs pays maintenant, il y a des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, qui veut dire que c'est réduction des investissements dans des énergies fossiles en faveur donc des énergies propres. Donc, si bien que dans ce domaine-là, donc il y a plusieurs, en tout cas, opportunités d'investissement. Plusieurs pays se sont fixés d'objectifs de pourcentage, en tout cas, d'énergie renouvelable dans leur grid, dans leur mix énergétique. Et plusieurs institutions de développement aussi donc, ont des objectifs de financer ce genre de projet-là. Donc, je pense que c'est un secteur qui a beaucoup de potentiel et qui attire, je pense, de plus en plus d'investisseurs parce qu'on a vu qu'avec un peu la rareté des énergies fossiles, donc l'accès aux énergies fossiles devient de plus en plus difficile et les conditions aussi pour y accéder donc, sont plus compliquées parce que les réglementations sont plus sévères, les populations sont plus exigeantes en matière d'impact en tout cas de l'exploitation de ces énergies. Par contre, au niveau des énergies renouvelables, on voit que les coûts de production deviennent de moins en moins chers et sont de plus en plus disponibles. Donc, si bien que il y a pas mal d'opportunités, en tout cas, dans ce domaine, et on pourrait voir qu'il y aura une expansion, en tout cas, dans ce secteur. Ça attire beaucoup d'investisseurs. Et en plus donc, de l'aspect financier aussi, donc la contribution au niveau des changements climatiques est très importante, et comme on le sait. Donc, avec l'objectif de réduire l'augmentation de la température de 1,5, donc plusieurs pays donc, ont opté pour en tout cas augmenter donc, la proportion d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Merci, M. Bey, pour votre réponse. Merci. On va essayer de prendre une dernière question. Linda, peut-être que ton micro marche maintenant. Non, on n'arrive pas à t'entendre. Du coup, Mélinda, pose ta question dans le chat, écris-la et on va la prendre comme la dernière question du coup. Donc, maintenant que tu poses ta question dans le chat, on prendra cette dernière question et après on va clôturer la conférence, ce qui est déjà 20h30. Je ne vois pas sa question encore. Non, non. Ok. Alors du coup, je vais poser la question. Oula, ok, c'est long. Donc, c'est une question sur la finance islamique et donc sur les politiques réglementaires. Donc, elle dit en fait que les États qui pratiquent, enfin les banques de développement qui pratiquent la finance islamique sont très liées aux États membres
qui disposent du capital plus ou moins important. Et elle dit, M. Sidibé, que vous avez parlé des États du Golfe qui investissent dans ce domaine. Et donc, elle pose donc la question suivante. Donc, elle demande dans quelle mesure est-ce que les banques de développement parviennent à agir indépendamment des rapports, rivalités ou des conflits entre États, par exemple. Et elle demande aussi qu'est-ce qui garantirait l'indépendance de l'action des banques de développement de finances islamiques vis-à-vis des États qui disposent du capital de manière inégale et parfois n'arrivent pas à s'entendre. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, M. Sidibé, je vous laisse répondre. D'accord, merci beaucoup. Je pense que les banques islamiques dans nos contextes en Afrique sont d'abord des institutions financières qui sont assujetties au cadre réglementaire global des banques centrales existant dans les zones en question. Et par la suite, elles sont soumis à une sorte de gouvernance qui lui est propre à travers la mise en place des comités de conformité charia qui évidemment contrôlent est-ce que la provenance des fonds, est-ce que les activités, est-ce que l'utilisation de ces fonds-là respectent les principes et les règles qui régissent les activités de finance islamique. Là, je ne sais pas si je réponds à sa question. Je crois que dans le chat, elle a écrit que c'était très clair et qu'elle vous remerciait. Ok, merci. Du coup, c'était la dernière question qu'on allait prendre. Du coup, déjà, je tenais à remercier tous les intervenants pour vos interventions. Je tenais aussi à remercier du coup, les 3 associations et toutes les personnes qui ont contribué à cette conférence. Donc, vraiment, merci à tous. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues ce soir et pour toutes les questions que vous avez posées. Et du coup, encore merci beaucoup à M. Le Saffre, M. Sidibé, M. Bey, d'avoir pris de votre temps et d'être venu nous apprendre autant de choses tant intéressantes les unes que les autres. Et du coup, écoutez, on vous remercie d'être venu et on vous attend à notre prochaine conférence entre plusieurs associations, ça se trouve, ou bien les conférences des différentes associations. Donc, merci encore. Merci de votre invitation. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Passez une très bonne soirée. Merci, Bilal. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci Merci encore. beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.